Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bordeaux avec le charmant Romain. Bonjour Romain. Bonjour Lilou, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un bonheur de t'avoir ici, un bonheur de faire cette vidéo, de partager parce que je tiens le livre, le fameux livre entre les mains. Ouais, ça y est. Hein, je t'encourageais à le faire parce que je sais que cette histoire mérite d'être partagée et dite. Hein. Ça fait quoi de voir ce livre, cette énergie qui guérit, là, ça y est, sortie? C'est impressionnant, c'est gratifiant, c'est plein de sentiments partagés avec ma femme, aussi avec Marie-Laurence, parce qu'on l'a écrit vraiment tous les deux. Et c'est, comme on dit, c'est un peu notre troisième enfant, quoi. Mais c'est venu de façon assez fluide. Ouais. C'est ça qui est bon. À partir du moment où tu as dit, je crois que c'était il y a 1 an et demi à peu près, il faut absolument que tu racontes ton parcours, ton histoire, etc. Une évidence. Voilà, alors Marie-Laurence a été plus réactive que moi. Elle a fait le plan, vroup, et puis on a transmis ça, ça a été accepté. Et puis voilà, et moi ensuite, c'est vrai que c'était un plaisir de repartir dans mon histoire, de raconter comment c'est un bilan de vie quand même. Oui, exactement, un bilan de milieu de vie. Ouais. Tu avais besoin de prendre du recul parce qu'il s'est passé tellement de choses que tu racontes dans ce livre qui t'a emmené et qui t'emmène à être justement ce guérisseur des temps modernes, on va le dire, on va le nommer, hein, guérisseur. Finalement, on ose dire ce mot, c'était presque un gros mot avant. Exactement. Alors, ils ont dit oui à l'éditeur. First, on fait ça. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai peur que ce terme soit galvaudé ou bien mal pris d'un certain côté. Mais en fait, non. Le titre, c'est quand même cette énergie qui guérit. Donc, effectivement, moi, j'aide à travers cette énergie que je capte, que je transmets, etc. Mais c'est très important, que les gens entendent que c'est pas clac. Je me suis dit, je suis thérapeute, je suis ceci, cela. C'est toute une histoire de vie qu'on raconte avec Marie-Laurence vraiment depuis le début. Et puis c'est un accompagnement vraiment au quotidien. Ça fait quand même 33 ans que nous sommes ensemble. Nous avons l'histoire de couple là aussi, hein. Il y aura un autre livre à écrire là-dessus. Marie-Laurence a bien envie, oui. Mais en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que elle m'a poussé depuis le début, c'est-à-dire à partir du moment où Hélène Lemoingue, et on en a déjà parlé, je parle d'Hélène dedans, a dit que j'avais quelque chose. Marie-Laurence m'a toujours poussé à faire les choses. Et moi, Dieu sait si j'avais du mal à y aller, à le faire. Elle m'a toujours dit « essaye, je suis sûr que tu peux le faire, je suis sûr que tu peux le faire ». Et c'est comme ça qu'on a développé tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui et ce que je vais faire encore plus tard. Oui, parce que ça continue de s'ouvrir, c'est ça qui est magnifique de te voir aussi à travers toutes ces années évoluer et moi-même d'expérimenter. Encore hier, j'expérimente, je sors d'un accouchement, je fais ce soin-là avec toi, je sens des choses qui bougent déjà dans mon corps. Alors avec l'allaitement, tout ça, il y a tellement de choses qu'une femme et un homme vont traverser à différentes phases de leur vie. Et moi, je le dis même à des thérapeutes, je dis, mais vous avez besoin, vous aussi, d'être rechargé. Hein. Mettez les deux doigts dans la prise de courant. Non, mais c'est un peu l'impression que ça fait. On va aller en détail sur les différents types de soins et comment tout ça s'est mis en place. Mais cette Hélène dont tu parles là, ça a été l'élément un peu, ça a été l'élément déclencheur où pour la première fois quelqu'un te disait tu as un don. Au-delà de ça, c'est que Marie-Laurence est allée voir Hélène en 1990 et elle lui a dit votre Romain, il a un truc. Elle est retournée la voir en 1994. Votre Romain, il faut qu'il vienne me voir parce qu'il a un truc. Moi, à l'époque, taureau ascendant taureau, très terre à terre, je veux rien savoir de tout ça, l'ésotérisme, c'est pas mon truc. C'était dans l'informatique. Oui, enfin le textile, ensuite dans le web, et voilà, et tout allait très bien. Ouais. Et en fait, 98, encore 4 ans plus tard, Marie-Laurence retourne voir Hélène et Hélène lui dit non mais il faut vraiment qu'il vienne me voir, de toute façon vous allez travailler avec lui. Et là, moi c'était... On peut dire voyante Hélène ou qu'est-ce qu'on dit? Médium, hein. Je préfère médium parce que pour moi, elle voit tout ce qu'elle m'a raconté. Moi en fait, en gros, je l'ai rencontrée en 2002, donc 12 ans après Marie-Laurence. Et tout ce qu'elle m'a dit en 2002, je le vis là depuis quelques années. C'est rien que le livre, quand elle m'a dit vous allez écrire un livre, mon petit Romain. C'était en 2002. Ouais, et moi j'ai dit mais même pas en rêve. Je lis aucun livre, je suis incapable d'en écrire un. Et au final, il est sur tes genoux. Donc il est bien là. Exactement. Et en fait,
Hélène, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que je me suis dit, bon, j'ai peut-être un truc dans les mains, on va peut-être en faire quelque chose. Mais ça mérite là parce que ça soit je veux dire en thérapie, en soins énergétiques ou là une médium, il y a de l'information qui passe, il y a comme une graine d'information qui est transmise. Est-ce que certaines personnes disent ouais mais on a été influencé par ça. Est-ce que pareil dans des soins énergétiques, c'est le fait de savoir qu'on fait une séance énergétique qui nous influence pour guérir et on s'auto-guérit? Est-ce que des médiums qui nous annoncent on va écrire un livre, ça nous influence à écrire un livre plus tard? Comment toi tu le sens puisque tu le vis de l'autre côté? Enfin tu le vis des deux côtés forcément. Alors oui, ça peut influencer. Mais moi, je connais de très très bons voyants, voyantes qui sont exceptionnels. Pour moi, la voyance, on va plus influencer dans le sens où on va expliquer où va la personne, sa vie, etc. Mais ce qu'il faut toujours garder en mémoire, c'est qu'on a son libre arbitre et que même si une voyance est très juste, et c'est là où elle peut être influençable pour une personne qui, je vais avoir une maladie, j'ai la maladie. Mais en fait, on a toujours moyen de tirer sur l'aiguillage et de prendre le chemin de traverse pour aller vers une autre direction. Et si on refait avec le même voyant ou voyante une autre voyance, il va lire cette ligne-là et non plus celle qu'on avait tracée. Il y a d'infinies possibilités qui coexistent. Le voyant va lire une. Et alors que j'ai l'impression que, en tout cas pour mon cas avec Hélène, la médiumité, elle ne donne pas de date, elle ne donne pas de... Oui. Elle donne une sorte d'ouverture et on me dit que tu vas écrire des livres, on me dit que tu vas faire des miracles, on me dit... Et moi, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à la connaître un peu mieux, c'est qui on te dit, il y a une petite voix qui vient de chuchoter dans l'oreille. Elle me dit non, c'est... En fait, ça vient et moi, je donne ce qu'on me donne. C'est là que c'est intéressant parce que toi, tu parles de Dream Team dans ton livre et on va y revenir aussi, mais fais le parallèle avec toi et tes soins. Quand tu as quelqu'un en séance comme ça, est-ce qu'ils peuvent être influencés aussi? Est-ce qu'il y a un rôle qu'on joue? Est-ce que c'est une ouverture d'esprit aussi qui peut contribuer? Comment pleinement profiter de cette énergie qui guérit? Alors, en fait, moi, j'ai besoin déjà, quand quelqu'un vient me voir, qu'il soit OK. C'est pas qu'on m'envoie son mari, on m'envoie son enfant. Alors bon, si c'est un bébé, si c'est un animal ou je sais pas quoi, on est OK. Mais en tout cas, c'est... Et encore, demander l'accord. Ouais. Je vois que Stella, on lui a demandé l'accord que tu fasses un soin hier. Mais oui. Exactement. Mais c'est très important que la personne soit OK. Je dis pas qu'elle croit en moi ou en un autre thérapeute, que ça va marcher, etc. Mais au moins qu'elle s'ouvre, qu'elle soit OK. À partir de là, ça peut marcher. La métaphore que j'utilise souvent, c'est que moi, je suis le garagiste. Je répare la voiture. Mais déjà, faut-il encore amener la voiture au garage. Ensuite, il faut accepter qu'elle soit réparée. Ensuite... Il faut avoir confiance au garagiste aussi. Hein. Exactement. Et quand on me demande, ça va durer combien de temps? Je dis, c'est pas moi qui conduis la voiture. Ouais. Donc, si jamais vous repartez faire les 24 heures du Mans, vous allez revenir, vous allez repasser au stand, changer les pneus, changer... Alors que si jamais d'un seul coup, on se rend compte qu'on a peut-être poussé un petit peu le bouchon, qu'on a peut-être des choses à changer dans sa vie, et ça peut être des trucs costauds, hein, ça peut être dans son travail, dans son couple, dans sa famille, des trucs où ça remue. Alors, on va dire, parfois, il est important de sortir de cette zone de confort qui est soi-disant une zone de confort pour en construire une autre. Seulement, ça ne se fait pas clic-clac. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort, on se retrouve à poil au milieu de la Concorde. Et ça, on n'aime pas. Mais en attendant, c'est une fois qu'on a commencé à reconstruire une zone de confort qu'on se rend compte que, mais oui, c'était totalement inconfortable. On vivait en couple, je sais pas, depuis 10 ans, depuis 12 ans, mais en fait, on n'était pas heureux. Ou on avait ceci avec ses parents qu'on n'a jamais réussi à dire. Alors, c'est vrai que mes soins, pour en revenir à Hélène et à ce que... Moi, j'ai compris au bout d'un moment, parce que ça évolue, quand on fait des soins, c'est petit à petit... La pratique, il n'y a rien de tel. Exactement. Oui. Et moi, d'un seul coup, j'ai commencé à dire des choses aux gens que j'avais sur la table en séance. Ça te venait ? Et ça venait tout seul. Donc, j'ai compris que c'était ma médiumnité qui se développait. Oui. Et comme parfois, j'ai eu des expériences un petit peu violentes, on va dire, un peu gore, quand j'ai vu... j'ai compris après que c'était des entrailles, des machins, parce que j'étais l'enfant qui était dans le ventre de la mère, etc.
j'ai coupé un petit peu et j'ai dit on va me donner juste les trucs indispensables quand c'est indispensable. Mais par contre, j'ai pas eu envie de voir systématiquement parce que à raison. On peut influencer, c'est intéressant ça, parce qu'un guérisseur ou quelqu'un qui a des dons ou des dons de médiumnité ou qui peut voir, c'est vrai que des fois on peut prendre peur de l'information qu'on reçoit et toi tu es en train de dire j'ai pu régler ça au bon dosage. Et c'est ce que je fais à certains médiums voyants qui viennent me voir. Et puis il y a des gens, ils ont des dons de voyance, mais qu'ils ne contrôlent absolument pas. Et ça, en fait, c'est lié au 6e chakra, qui est la médiumité, qui est la projection de la volonté. Et quand on a une espèce de parabole là qui est ouverte, qu'on capte absolument tous les gens, ce qu'ils ressentent, très perturbant, insupportable. Donc dans ces cas-là, je vais aller régler ce chakra-là, le nettoyer, puis le refermer un peu pour que finalement, on en ait besoin quand on en a besoin. Et moi, j'ai demandé ça justement à ma Dream Team dès le début. C'est que je suis capable de lire l'énergie de quelqu'un à partir du moment où je l'ai allongé quelque part, que je pose la main dessus, ou alors que je fais un soin à distance, mais en tout cas, pas je suis là, d'un seul coup, boum, je vois qu'un tel, il est malade, l'autre... Tu contrôles un peu le truc. Complètement. Et c'est même pas que je le contrôle, c'est que ça se contrôle tout seul. Et ça, c'est fantastique parce que c'est ce qui fait que quand je suis à un dîner, les gens, tu peux me dire mes chakras, comment ils sont? Et je dis non. Et puis ça peut être, les gens peuvent aller directement vers toi et avoir besoin de toi. Enfin, comment tu gères ça? Parce que est-ce qu'il y a un lien de dépendance à un moment ou est-ce qu'au contraire, parce que ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as ce côté, on va dire, tu pousses pas la consommation. Parce que ça, je trouve ça dangereux, les thérapeutes qui incitent à continuer et à, comme une carte de fidélité, alors que toi, tu peux pas savoir l'impact d'une séance. Comment tu pourrais deviner? Quand on demande est-ce qu'il va falloir plusieurs séances, je vous dire ça après la première séance. Parce que déjà, tout dépend si je fais une séance où il y a je ne sais pas combien de choses à nettoyer, etc. Ensuite, je propose une séance d'optimisation parce que le but, ce n'est pas juste de soigner ou d'enlever ceci, d'enlever cela. C'est aussi que chacun soit en pleine possession de son potentiel, soit heureux dans sa vie, etc. Donc ça, parfois, ça nécessite une deuxième séance. Ensuite, quand j'ai... Parce que tu as des cas plus ou moins lourds quand même. Voilà, j'ai même des cas très lourds et c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui est en train de suivre une chimiothérapie, c'est vrai que j'ai des gens que je... Ça fait l'accompagnement. Exactement. Ensuite... qu'est-ce qui va se passer? Je vais enlever, par exemple, dans le cadre d'une radiothérapie, atténuer les brûlures, comme un coupeur de feu. Moi, je ne dis pas que je suis coupeur de feu, mais c'est exactement le même principe. Et ça marche bien. J'ai plein de médecins qui m'envoient des gens, etc. pour ça, parce qu'autant faire la radiothérapie et puis s'en sortir plus ou moins indemne, plutôt qu'être complètement brûlé par les rayons. Et c'est complémentaire. Là, on parle d'être complémentaire à la médecine traditionnelle. Je ne substitue jamais à quelconque médecin. Quand on me demande est-ce que je continue mon traitement, je dis vous demandez à votre médecin. Moi, c'est un accompagnement que je fais. Ensuite, si ça aide, tant mieux. Et en général, ça aide parce que je suis à plus de 10 000 séances en 10 ans et jamais personne qui se soit plaint. Mais ce que j'indique aux gens, c'est que c'est eux avant tout qui ont besoin de faire le boulot. Moi, je les aide à faire le boulot. Oui, ça m'avait donné quand j'étais à Paris, j'habite à Paris, j'avais le mental qui grouillait, le stress, tu vois, tu frôles le burn-out peut-être à certaines fois. Et là, ce nettoyage que toi tu fais comme aspirer, tu vas nous expliquer un peu ta technique parce que c'est quand même impressionnant. T'aspires, t'enlèves et c'est comme si le mental, je sortais de la séance et c'était palpable tu vois, le côté zen et clair dans ma tête et beaucoup plus apaisé. C'est comme si tu sortais les poubelles de la tête. Enfin, ça, pour moi, c'était cette partie-là. Mais... de toute façon, c'est un peu mon expression. Je dis tout le temps, pas que dans la tête, au niveau énergétique, émotionnel, psychologique. Ouais. Je sors les poubelles et très souvent, les gens me demandent, vous pouvez me dire ce qu'il y avait? Et je dis non, je sors la poubelle, je la jette. Ouais. Si vous avez envie de courir derrière le camion poubelle pour l'ouvrir et voir ce qu'il y avait dedans... Et ça, c'est très important aussi. J'explique aussi aux gens que voilà, dans la voiture, maintenant, on ne regarde plus dans le rétro, on regarde devant et ça évite de se prendre le prochain mur. Donc, c'est des petites métaphores toutes simples comme ça, mais qui font bien comprendre aux gens que... Et quand je vais dans la tête, c'est vrai, en fait, j'attrape, entre guillemets... Tu vois dans la tête, par exemple? Très souvent, moi, je déconnecte, ça veut dire c'est plus moi, parce que je pense que c'est tellement compliqué là-dedans que on passe par moi pour faire le ménage. Mais en tout cas, quand je commence à ronronner, à avoir des trucs,
je sais que je suis en train de sortir plein de trucs qui vont pas, quoi. Et puis, ce que j'explique parfois, il peut y avoir soit sortir un sac de gravats, soit tirer un wagon marchandise de je sais pas quoi, ou alors tout simplement ranger la chambre, parce que parfois c'est tellement de choses qui grouillent dans la tête et au final on n'arrive plus à faire. Ou alors je dis il y avait 6 billes de flipper, enfin j'ai plein de petites expressions comme ça qui sortent toutes seules, qui expliquent de façon simple ce qui se passait et ce qui créait l'inconfort et le désordre, que ce soit dans la tête, que ce soit au niveau énergétique, psychologique, physiologique, à tout niveau. Parce que ça peut se faire à plein de niveaux. Des fois, ça se passe au niveau de l'intestin. De nombreuses fois, d'ailleurs, tu commences tes séances avec l'intestin. Je veux dire, c'est entre le massage et l'énergétique. Ce que tu fais, il y a quand même un toucher avec le corps. Hier, moi, c'était la cicatrice de césarienne. Le sein, voilà, parce que les crevasses, je sentais les chairs qui commençaient à se reconstruire. Je veux dire, c'est impressionnant quand on est ouvert et prêt à ça, de vivre en plus cette expérience. Mais de ta perspective, toi, quand tu nettoies comme ça, c'est le même style de nettoyage, que ce soit la tête, le corps, la cicatrice, c'est toujours cette aspiration, c'est différentes sensations, différentes fréquences, c'est comment ? Je ne vais pas parler de fréquence, mais par contre de ressenti plutôt. Ouais. Ça veut dire que c'est vrai que quand je vais aider à une cicatrisation, par exemple, pour moi, c'est comme si les cellules, des vieilles cellules, alors quand je ronronne, j'attrape les cellules mortes, les cellules qui ne servent plus à rien, et puis hop, je renvoie un stock de cellules toutes neuves, toutes belles. Et ça aide à la cicatrisation, ça aide à la guérison. Quand c'est des métastases ou je ne sais pas quoi, c'est une métaphore, mais c'est un peu comme si j'étais sur Photoshop avec la gomme magique et je suis en train d'effacer... partout je ronronne, je sais qu'il y a des trucs qui vont pas, des cellules pas bonnes, et je fais ça jusqu'à ce que j'ai plus rien dans ma respiration. C'est vraiment comme un compteur GGR, ma respiration. C'est ce qui fait que je sais que je suis sur une zone qui est polluée. On ne va pas parler forcément de maladie, parce que franchement, c'est pour ça que je me dis thérapeute holistique, c'est parce que je travaille sur tous les plans. Que ce soit le corps physique, ensuite il y a plein de corps, mais le psychologique... tout est important. C'est pas uniquement ce que l'on voit dans notre allopathie, c'est très souvent, on a mal au bras, on va prendre, je sais pas, si c'est musculaire, on va prendre un truc quelconque, je vais pas citer quoi que ce soit, pour ça. Non, mais pourquoi on a mal au bras et pourquoi on a mal à ce bras-là ? C'est venu sur d'autres plans avant. Exactement. Et ça, c'est notamment en suivant les enseignements chez Michel Odoul, que j'ai découvert la psychoénergétique et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Pourquoi on se casse le coude gauche et pas le droit ? Pourquoi on a mal au poignet ? Parce que, un petit exemple tout bête, quand on prend le bras, une douleur ou une pathologie au niveau de l'épaule, on est dans l'intégration. Au niveau du coude, on est dans l'acceptation. Au niveau du poignet, on est dans la maturation. Donc si je prends l'exemple d'un couple où ça commence à bugger, etc., faut déjà intégrer que ça ne va pas. Et pourquoi ? Ensuite, soit on accepte, ou on n'accepte pas, et ensuite on mature. Donc ça peut aller par... il faut se séparer, le divorce, et puis ensuite on reste en bon terme ou on se frite toute la vie. Donc ça... La psychoénergétique, c'est vraiment quelque chose qui a dit un autre livre aussi, celui de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des mots et des maladies. C'est pas un roman qu'on lit comme ça, mais par contre, quand on a un truc, un machin, c'est très intéressant d'aller le feuilleter parce que non seulement il dit pourquoi en général c'est arrivé, mais il va dire aussi, c'est très souvent dans une histoire d'ouverture du cœur, mais il va dire comment justement accepter cette chose-là et finalement passer au travers. Est-ce que tu as besoin, par exemple quand tu as des cas spécifiques, de rechercher, de voir ce qu'il y a, ou est-ce que c'est mieux d'être dans le spontané et complètement justement débrancher tout ça et débrancher son mental et laisser l'énergie faire ? Alors ça c'est très amusant, en fait je le raconte dans le livre, c'est une médium qui s'appelle Agnès Baudry, qui, il y a très longtemps, je crois que c'était 2006 ou un truc comme ça, elle m'envoyait des gens quand je faisais des séances à la maison. Et un jour, elle m'a contacté alors qu'elle ne me connaissait pas. Elle me dit « Ah bonjour Romain, c'est amusant parce qu'en vous parlant, je vois... vous voulez que je vous dise d'où vient votre don ?» Je dis « oui, avec plaisir, parce que moi, je ne parlais pas, pour moi, don, c'était encore un gros mot. Hein. J'ai mis très longtemps avant d'accepter ça. » Et elle m'a dit « En fait, je vois du côté droit une couleur verte, une couleur de guérison, et puis ça devient blanc, c'est une guérison vraiment très très forte, ça devient transparent, c'est christique. Romain, vous avez un pouvoir de guérison christique, vous allez faire ce qu'on appelle des miracles. »
Hélène m'avait dit ça en 2002. Donc je me dis, deux personnes qui ne se connaissent pas, qui disent exactement la même chose, c'est bizarre. Et ensuite, l'autre partie intéressante, c'est qu'elle me dit, côté gauche, je vois 2 moines ou médecins tibétains assis en bleu en tailleur, et moi je les ai visualisés tout de suite. Et en fait, c'est eux qui vont vous transmettre votre savoir au fur et à mesure où en fait, vous ne saurez jamais pas quoi faire. Vous saurez toujours ce qu'il faut faire parce qu'on va vous le donner. Et c'est vrai que ça a démarré tout de suite avec une anecdote que je raconte d'une amie qui me parle, mais j'attendais le train, donc j'ai pas compris le mot d'endométriose un matin. Elle me dit, j'ai un Spiderman dans l'utérus qui crée des membranes et ça fait des douleurs atroces. Et le jour même, c'est le premier article qu'il y a eu dans Doctissimo, la journaliste avait demandé à Marie-Laurence comment je nomme ton mari, est-ce que je dis magnétiseur, machin, et moi j'aimais pas le mot magnétiseur. Donc je recherche sur Internet. Brésilien après tout, attends, c'est guérisseur, hein, c'est bien, il y en a beaucoup là-bas. Et en fait, l'après-midi même, je vais sur Internet pour chercher, parce que c'est Gérard, mon copain, qui m'avait dit thérapeute peut-être, ou praticien. Et j'ai regardé praticien de bien-être, parce que je faisais que du bien-être à l'époque. Enfin, j'en fais toujours. Et praticien de bien-être, je tombe sur le milieu d'une page où une femme dit « Seul un praticien de bien-être a réussi à me soulager ». Et je remonte tout en haut du site et j'étais sur le site de l'endométriose. Là, je me suis dit, c'est quand même drôle de hasard. Et donc, soit, comme j'ai quand même des gens qui viennent me voir avec des pathologies assez lourdes ou des maladies orphelines, des choses que... Quand je ne connais pas, je vais sur Google, je regarde juste pour savoir ce que c'est. Ça m'aide très certainement parce que ça doit rentrer dans mon disque dur. Bon, on sort tel outil, on fait ci, on fait ça. Parfois, j'ai pas le temps parce que les gens demandent une séance et puis c'est une fois dans la cabine qu'ils me disent j'ai ceci ou cela. C'est bien quand tu dis cabine parce que ta cabine c'est pas vraiment une cabine, hein. Avec le ciel étoilé. Ouais, voilà, c'est plutôt une cabine étoilée sympathique. Bah oui, mais c'est vrai que j'ai voulu aussi avoir un espace. Moi, j'y passe mes journées, mais quand les gens viennent, j'ai envie de les accueillir agréablement et qu'ils puissent vraiment, ça c'est ce que j'explique aussi à d'autres thérapeutes, c'est important, je pense, que la personne puisse s'évader vraiment. Donc, il y a de la musique, je demande aux gens de fermer les yeux, mais c'est vrai qu'il y a un ciel étoilé, je brûle de l'encens, il y a des bougies. Moi, effectivement, comme tu le disais, je touche, je masse, etc. Donc, ce n'est pas juste une imposition des mains. Je fais des points de digiponcture. J'ai différentes pratiques que j'utilise au fur et à mesure de la séance. Et c'est pour ça que chaque séance va être du one-to-one. Ouais. Pour chaque personne, ça va être différent. Mais il y a un truc quand même, c'est cette foi que tu as. On sent quand même qu'à la base d'un bon guérisseur quand même et de quelqu'un, ça c'est à toi de la développer. Hein. Autant que tu reçois ces énergies, qu'il y a une foi, il y a une connexion, il y a des prières, il y a quand même quelque chose où tu te laisses traverser. Ah oui, ça c'est la fameuse Dream Team. Alors ça a démarré beaucoup plus jeune parce que j'étais à l'école à Saint-Jean-de-Passy, j'étais à la confession avec mes profs tous les jeudis, à la messe tous les dimanches avec mon père, ma mère brésilienne qui prie bien, ma grand-mère qui était mère de saint au Brésil, ouais. Donc c'est une foi inébranlable et il faut bien faire la différence. Par exemple, au Brésil, il y a la macumba, c'est la magie noire, et il y a le candomblé, c'est la magie blanche. C'est-à-dire que c'est une foi, mais qui est tellement forte qu'on peut déplacer des montagnes. Et ça, je pense, j'ai été élevé là-dedans, moi, sans recevoir d'enseignement pour autant. Mais en tout cas, toute mon éducation en tant que jeune homme, c'était avec la foi chrétienne. Et effectivement, ensuite, mon papa qui meurt à 16 ans, j'ai dit, on va être fâchés tous les deux, parce que j'étais pas d'accord avec ça. Donc, j'ai laissé passer quelques années où ma foi... et puis ensuite, j'ai rencontré donc Marie-Laurence vers l'âge de 20 ans, et c'est revenu. Et quand c'est revenu, ça m'a plus jamais quitté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pleinement... pour moi, grâce à ça que j'aide, que je fais mes séances et que j'obtiens les résultats que les gens obtiennent plutôt, c'est parce que j'ai une foi inébranlable en ce qu'il y a là-haut. Alors au-delà de ma Dream Team composée de mon papa, de Petit Jésus déjà, mais de mon papa, de ma grand-mère, de mes deux chats, Mao, Bambou, enfin... Je ne vais pas faire la liste, mais il y a aussi les gens que j'ai accompagnés dernièrement, enfin depuis 2-3 ans, parce que ça...
je fais des ponts, hein. Mais en fait, j'ai dit dès le début à Marie-Laurence, de toute façon, je suis sûr que je peux aider les femmes à tomber enceintes et qu'un jour, j'aiderai les gens à partir. Et aider les gens à partir, je ne les fais pas mourir, hein. C'est juste que quelqu'un qui est Sœur d'âme. Hein. voilà, quelqu'un qui est en stade terminal et qui, autant qu'il parte tranquillement et apaisé, etc. Et donc j'ai fait ça à plusieurs reprises. En général, ça se passe à distance. C'est la famille qui me demande d'accompagner. Et ça, oui, il y a besoin vraiment d'être pleinement connecté pour le faire correctement, parce que c'est pas moi qui aide la personne à partir, mais par contre je l'accompagne jusqu'au dernier moment, et ça m'est déjà arrivé de sentir l'âme qui part, enfin. Oui, parce que le passage de la mort et de la naissance, parce que tu aides aussi les femmes et tu as plein de cas de femmes qui sont été enceintes, tu boostes l'ovulation, ce qui paraît hallucinant d'un point de vue médical. Tu boostes aussi la libido, enfin, il y a tellement de choses que tu fais. Mais là, dans ce cas-là, c'est parce que c'est vrai que c'est des passages quand même très forts où l'âme décide de s'incarner et où l'âme décide de partir. Hein. C'est très initiatique. C'est très spécial, c'est très émouvant aussi. Il y a une petite fille, Béatrice, que j'ai aidée, qui avait eu d'abord un cancer des 2 reins. On lui avait enlevé un rein à 9 ans et puis à 11 ans, cancer des poumons. Et voilà, je l'ai aidé pendant 1 an et je sais que je l'ai beaucoup aidé. J'ai beaucoup aidé ses parents, on est encore en relation et dans mon ciel étoilé, en fait, je lui ai attribué une étoile. Et quand j'ai un enfant sur la table et que j'ai besoin d'aide, je vais demander à Béatrice de m'aider pour aider cet enfant. Et j'ai quand même quelques étoiles maintenant de gens qui sont partis, ou alors comme mon oncle qui est parti il y a déjà un moment, mais que j'ai beaucoup aidé, c'était quelqu'un qui arrêtait pas de rigoler, de faire des blagues, tout ça. Ça m'arrive en séance quand je lui demande de l'aide, de pouffer de rire parce que c'est lui qui me file un coup de main et qu'il va y avoir une bonne blague. Bon, ça fait partie d'une désacralisation de ce qu'est la mort, je pense. Et justement, il faut impérativement, moi j'ai pas peur de mourir. Oui, pour toi, c'est une continuité. Voilà, alors Marie-Laurence ne supporte pas quand je dis ça, mais je dis pas que je veux mourir, mais en tout cas, voilà, le jour où je vais avec mourir, ça. Je sais que si je fais des choses bien ici, j'en ferai 1000 fois, 100 000 fois plus une fois que je serai là-haut. Donc je suis OK avec ça. Ensuite, plus longtemps je dure en bonne santé et à faire du bien, plus je suis heureux. Ouais. Et t'as quand même, est-ce qu'on peut dire que tu as une bonne étoile, que tu es sous une bonne étoile? Oui. Ah oui, de toute façon, c'est évident. C'est vrai que j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai le bonheur... Papa qui était connu, non? Oui, papa, en fait, était réalisateur. Il a fait le film c'est Marcel Camus qui a fait le film Orfeo Negro. Et Orfeo Negro a été primé... il a eu la Palme d'Or en 1959, l'Oscar à Hollywood. Enfin, c'est un film qui a marqué, pas notre génération, mais des générations... plus ancienne et maman, elle joue dans le film aussi. C'est Mira, la méchante qui jette la pierre à la fin. En fait, ils se sont connus pendant le film et leur idylle est née durant le film. Donc quand maman est arrivée en 1960, elle parlait pas un mot de français. Ma grand-mère est venue pour s'occuper de mon frère qui est né en 62, moi en 65. Donc pendant 5 ans, j'ai entendu que du portugais, que du brésilien, etc. Avec ma grand-mère qui, je suis certain, a dû faire des petits trucs et des machins, etc. Parce que à chaque fois qu'on l'avait au téléphone, qu'on allait la voir, elle nous demandait... Non, il fallait qu'on lui demande « Abença vovô », ça veut dire « bénis-moi, grand-mère ». Et elle posait la main sur la tête en disant « Deus te abençoe, meu filho ». Ça veut dire « Dieu t'a béni ». Et moi, quand je fais mes séances... Après l'harmonisation des chakras, je demande toujours une bénédiction pour la personne. Je demande à ma grand-mère de bénir la personne. Et un jour, c'était très drôle parce que j'avais une jeune fille brésilienne que j'ai eue en séance. C'était il y a très longtemps, ça. Et je fais ça. Et quand je finis la séance, elle me dit « C'est marrant, un moment, quand tu étais au-dessus de ma tête, j'ai eu un prénom qui est venu de quelqu'un, je ne sais pas, ça te dit quelque chose, Oville ?» Je dis non. Et bon, dans ma tête, elle me dit Oline. Je dis non. Et je dis Odile. Elle me dit oui, c'est ça. Et je dis c'est ma grand-mère. Elle me dit elle était avec nous, elle m'a béni. Et là, j'en ai la chair de poule parce que j'ai compris Je confirme. de toute façon, ma grand-mère est toujours là en permanence.
Mon père aussi, on parle de bonne étoile. Moi, c'est pour ça que je parle de Dream Team, parce que je crois que j'ai toute une constellation. Ouais. On va parler chakra parce qu'on peut pas passer à côté puisque ton cabinet c'est Chakra Zen. Donc, mais puis tu parles tout le temps de chakras, de réharmonisation des chakras qui tournent dans le bon sens. Des fois, est-ce qu'ils peuvent être remplacés? Parle-nous juste brièvement parce que tu l'abordes beaucoup plus en détail, mais de ce qu'est les chakras et l'importance que ces chakras fonctionnent bien. Voilà. Alors chakra, c'est un mot qui a été galvaudé, mais en sanskrit, ça veut dire une roue, un centre. Et en fait, on a chacun 7 chakras principaux. Alors il faut savoir que les premiers écrits là-dessus dans l'Ayurveda indienne ont quand même 4000 ans, donc je veux bien... et la médecine chinoise a 3500 ans pour info. Enfin les premiers écrits. Ouais. Donc en fait les chakras, même si nous on n'est pas familier avec ça en Occident, parce qu'on ne nous en parle pas, ou alors maintenant oui tout le monde fait du yoga, du ceci, du cela. Mais les chakras en fait ce sont des centres d'énergie par lesquels on va transmettre notre énergie et capter l'énergie qui nous entoure. Donc en fait... Dans le but d'échanger avec le cosmos, ce qu'on appelle le cosmos, c'est-à-dire les gens, les situations, tout. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si je prends juste l'exemple du 4e chakra, imaginez un émetteur-récepteur. Bon, 4e chakra, c'est le chakra du cœur, le chakra de l'amour. C'est aimer, accepter d'être aimé, s'aimer soi-même. C'est pas donné à tout le monde. C'est même le gros du travail humain, j'ai l'impression. C'est celui du milieu en plus. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, si ce chakra, il est déréglé, il est en fermeture, on va dire, si on compare ça à un émetteur radio, on va capter plutôt France Info. Et si jamais il est bien, on va être sur Chéri FM. Donc c'est des petits exemples, mais pour dire que déjà, on n'a pas besoin uniquement de se faire ouvrir les chakras. Parfois, il faut refermer un chakra qui est trop ouvert. Oui, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au 3e. Voilà, exactement. Et donc, ces chakras, effectivement, on en a partout. On est couvert de chakras. On en a à chaque articulation. Il y a des livres qui disent 360, d'autres qui disent 180. Moi, je parle toujours des 7 chakras principaux. Parce que les 7 chakras principaux, c'est un peu le tableau électrique de la maison. Il y a le salon, la chambre à coucher, la salle de bain, la cuisine. Certains disent Exactement. Quand on parle d'un burn-out, c'est dans le tableau, ça fait bzz, bzz. Et hop, il peut y avoir tout plein de pathologies à tout niveau. Et le principe, c'est que si le plomb, j'utilise ma métaphore, il fonctionne, ensuite, aller changer une ampoule ou réparer une prise, on peut le faire soi-même. Mais par contre, dans le tableau électrique, il faut un électricien. Moi, je suis énergéticien, je répare le tableau électrique. S'il faut, et ça, c'est un petit truc qui m'a été donné, un gros truc qui m'a été donné, je change les chakras. Ça, j'en avais déjà parlé, mais c'est très important parce que je le fais pas de plus en plus et c'est pas parce qu'on me demande de changer un chakra que je vais le changer. Ça me vient pendant la séance. Il y a besoin. Ça reste rare. Exactement. Mais en tout cas, ça change vraiment la vie de certaines personnes, comme Ludovic qui a témoigné dans le livre. Moi-même, je suis étonné, mais dans le très bon sens du terme, de ce que ça peut faire, de ce que ça peut aider. Alors, il n'y a pas besoin, en général, je les répare, je les harmonise, etc. Mais quand il y a besoin, vraiment, un chakra qui a été trop abîmé... Le burn-out du chakra, quoi. Exactement. Et dans ces cas-là, on le change. On le change et ça fonctionne et il s'intègre. Comment c'est possible? Je sais pas. Je dis tout le temps, j'ai pas le bouquin. Là, je viens d'en écrire un, mais j'ai pas le bouquin de savoir. Tu vois physiquement que tu le remplaces, tu le visualises ou tu sais juste que c'est fait? On m'en donne un. Enfin, je jette celui qui va pas. On m'en donne un et je le remets. Alors, je fais pas ça à distance parce que le passage entre je l'enlève et je le mets, pour moi, il est très important. Et c'est pour ça que mon cabinet, ma cabine, c'est vraiment un endroit où je sais qu'il y a une entière protection pour moi, pour la personne, et que je peux faire ça en toute quiétude. C'est une bonne chose d'ailleurs de parler de ça parce qu'on parle de protection, d'énergie plus noire ou négative et autres. Est-ce que tu sens que tu as à te protéger de ça? Je sais que tu as vécu des épisodes où tu as aidé certaines personnes ou voir ta fille ou autre, mais tu prenais sur toi, tu aspirais ça, tu le vivais alors que maintenant... Est-ce que c'est une question de protection ou juste d'être dans la foi et la lumière et finalement le reste se dissipe? Je pense que les deux vont de pair. C'est-à-dire que si jamais on est dans la foi et qu'on demande à être protégé, on l'est. Moi, ensuite, c'est vrai que quand j'ai commencé, quand Hélène m'a dit essayez sur Marie-Laurence, sur vos enfants, etc. Ronan, il avait une petite boule au niveau du tibia.
je l'ai toujours. Je l'ai récupéré. Ah oui, je l'ai prise comme ça et je ne me les suis pas posée là, mais je l'ai retrouvée le lendemain au même endroit et je l'ai toujours. Alors c'est marrant, c'est une signature. Marie-Laurence qui avait mal au ventre, douleur de règles, etc. Je lui posais la main sur le ventre, elle avait plus mal, moi j'avais mal aux ovaires. C'est compliqué quand on en a pas. Tu as des ovaires qu'on poussait. Et ainsi de suite, ce qui fait que c'est aussi ce qui a fait que pendant des années, j'ai dit je n'irai pas vers des gens malades au sens physiologique. Et je disais juste stress, dépression, déprime, des trucs psychologiques, parce que moi, comme j'étais toujours, et je suis toujours de bonne humeur, et enfin, tout va très bien, je me disais que je ne pouvais pas attraper ça. Par contre, les petits trucs des uns des autres, je me suis dit, et ça a commencé uniquement avec mon oncle, qui a développé un cancer, un triple cancer, qui était aux États-Unis, à Miami, d'où mes petits sauts de puce à Miami, mon diplôme, etc. Et c'est là que j'ai commencé. Et j'avais déjà quelques années d'expérience et j'ai vu que la protection était là et que je pouvais y aller sans risquer de choper son cancer. Oui. Et depuis, tu travailles en effet avec toutes sortes... En fait, ce qui vient. Mais tu adores travailler avec les femmes. Enfin, je sais que moi, tu m'as accompagnée pendant la grossesse, mais tu travailles en pré pour les aider à... C'est fou, ça. Je dis pas que les autres, c'est pas bien, mais ça, c'est vrai que ça me fait une chair de poule quand on me dit je suis enceinte, ça y est, machin, ou quand le bébé naît, que je reçois le faire-part. Moi, j'ai ma larme à l'œil. Enfin, c'est magnifique. En plus, sans que t'aimes les enfants. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que quand j'étais petit, avant le décès de mon père, je disais que je voulais être médecin et soit obstétricien, mettre des enfants au monde, soit chirurgien, mais chirurgien du cerveau ou du cœur, enfin un truc vital. Ouais. Pourquoi j'ai pensé ça, j'en sais rien du tout. Tu es d'une certaine façon. Voilà, c'est ce que j'ai réalisé il y a quelques années, c'est que je suis en plein dedans, quoi. Ouais. Et parce que quand on parle d'énergie vitale. Ouais. Donc, c'est ça l'énergie, c'est l'énergie vitale, tu dis cette énergie qui guérit. Exactement, parce que dans la médecine chinoise, on part du principe que cette énergie, et là je décris bien comme de quoi elle est composée, parce que c'est pas juste l'énergie universelle du cosmos, c'est aussi l'énergie parentale, l'énergie ancestrale, enfin c'est tout ce qu'on trimballe quand on arrive. C'est important de le dire, on ne le dit pas. C'est ça, ouais. Et ça, en fait, c'est ce qui fait notre énergie vitale. Et le jour où on épuise la dernière goutte, on s'en va. Donc, c'est vrai que si on crame la bougie par les deux bouts, l'énergie, donc c'est pour ça que je parle d'alimentation, je parle de respiration, et c'est ce que j'explique aussi en séance aux gens, parce que je crois que c'est très important qu'ils, tout simplement, ils prennent soin d'eux, et en prenant soin d'eux, c'est manger correctement, c'est respirer, enfin pas juste respirer, mais en tout cas faire attention à leur façon de vivre. Et moi, ça ne m'empêche pas de boire, tu le sais, de la caipirinha, du vin, de manger, etc. Par contre... De jeûner tous les lundis aussi. Voilà. C'est une belle hygiène de vie. Oui, mais les gens sont toujours persuadés que je mange du quinoa avec du boulgour et que je bois que de l'eau. Non. Tu vis. Plaisir, je suis un bon vivant. Par contre, c'est vrai que le lundi, Marie-Laurence et moi, on dîne le dimanche soir, on remange le mardi matin. Et en fait, le lundi, on ne mange pas. Pourquoi ? Parce que j'ai une métaphore... Est-ce que ça vous va déjà ? Parce que c'est pas tout le monde à qui ça irait. Oui. De toute façon, c'est pas que je le conseille à tout le monde ou quoi que ce soit, parce que y a des gens, pathologiquement, ils peuvent pas. Mais ensuite, si c'est juste une histoire de j'ai faim, j'en peux plus, non, ça c'est psychologique. Et il faut essayer, ou si on peut pas faire un jeûne complet à l'eau, dans ces cas-là, au moins faire une monodiète, c'est-à-dire manger que du raisin le matin, le midi, le soir. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on mange, on mobilise 70-80% de l'énergie. Donc si on imagine que cette énergie, c'était des petits bonhommes, d'ailleurs ma fille a fait un très beau dessin dans le livre qui représente justement ces petits bonhommes. Si on imagine qu'il y a 70 petits bonhommes à chaque fois qu'on mange, qui vont venir pour olfaction, mastication, ingestion, digestion, vaisselle et poubelle, il en reste plus que 30 pour faire le reste. Et une digestion complète, c'est 24 heures de là à là-bas, mais une digestion déjà de base, c'est 4 heures. Donc on mange 3 fois par jour. Ça veut dire que 12 heures pour digérer, plus on dort 8 heures. Ça veut dire qu'il reste 4 heures où il y a toute l'énergie
pour faire tout le reste. Donc qu'est-ce qui se passe? Si jamais on a un problème de surpoids, si on a un problème de maladie, de je sais pas quoi, bah c'est vrai que le fait, moi, mes petits bonhommes, le lundi matin, quand je me réveille, ils viennent pas pour l'olfaction et la mastication, ils sortent l'aspirateur, le glacex, les chiffons, et hop, ils nettoient. S'il y a des trucs à nettoyer parce que j'ai une tension, j'ai une douleur, j'ai je sais pas quoi, ils vont pouvoir le faire parce qu'il y a 100% de mon énergie qui est là pour le faire. Et si jamais il n'y a rien à nettoyer, que tout va bien, et bah, whoop, ça va être de l'optimisation, et ce qui fait que je suis toujours en pleine forme, je ne tombe pas malade, et ça va plutôt bien. Ouais, tu te laisses traverser aussi, tu dois énormément recevoir en séance quand même. De toute façon, il est indispensable, et c'est pour ça aussi, comme l'avait dit Hélène, tu vas être thérapeute de thérapeute, et je reçois de plus en plus de thérapeutes. C'est vrai que c'est très important. Ils en ont besoin. Moi, j'en rencontre beaucoup en interview. Je leur parle de toi. Allez faire un petit tour. Vous aussi, vous avez besoin d'être rechargé. C'est pas tout de recharger les autres. C'est pas juste être rechargé, c'est aussi être nettoyé. Oui. Parce qu'en fait, on est un canal, ni plus ni moins. Et on reçoit cette énergie et on la transmet. Donc moi, c'est vrai, comme je dis, je suis toujours en vidange permanente de bonne énergie. Donc c'est vachement pratique. Mais c'est vrai. Ça grippe pas. Mais moi, si jamais à un moment j'ai un bug de je sais pas quoi, en fait, celle qui s'occupe de moi, c'est Hélène. Tout simplement. Parce que moi aussi, j'ai. C'est ton mentor, tu le dis. Exactement. Et c'est vraiment elle qui va dégager un truc qui n'a plus rien à faire là ou qui va me réparer si j'ai besoin d'être réparé. Ouais, c'est important d'avoir sa dream team aussi dans le monde physique, on va dire. Exactement. C'est pas uniquement là-haut, mais l'entourage, ma mère elle m'appelle mon bébé, j'ai eu 54 ans, et elle est pleine d'amour, j'ai de l'amour autour de moi, ma femme, mes enfants, bah, voilà, oui, je suis bien né, pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme, avec effectivement voilà, de l'amour, et je pense que tu peux le transmettre. Exactement, c'est ce que je transmets à travers mes soins, à travers mes séances, c'est l'amour universel, parce que c'est ça qui soigne, c'est ça qui guérit, c'est ça qui fait que d'un seul coup on se sent bien et qu'on peut faire du bien autour de soi aussi. Merci Romain, merci. Je vous encourage à lire Cette énergie qui guérit. J'en ai fait la préface, ça m'a plu. On me demande souvent, mais là pour... Franchement, je t'en remercie énormément parce que... C'était une évidence là aussi. Non, mais c'est ça qui est bon, de rencontrer ces délicieux co-créateurs après dans la vie, et c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps, on se retrouve là, et c'est vraiment une joie de voir ce livre aux éditions First. Je suis ravie. Ça montre vraiment que les choses elles bougent quand même quand on nomme guérisseur sur une page de couverture. Je sais que nos premières interviews ne disaient pas forcément le mot, et là ça y est, on y est, donc c'est chouette. Je vois ce qui se passe aussi à la télé, de plus en plus de coming out, de personnes qui enlèvent les masques, qui parlent authentiquement. Ça, c'est une conversation qui est authentique. Ça bouscule ou pas, ça peut vous avoir bousculé, mais je peux vous dire que voilà, c'est ce qui fait du bien, ça bouscule dans le bon sens, on va dire. En tout cas, on vous embrasse très très fort, on vous souhaite une délicieuse lecture, partagez cette vidéo, ça fait du bien, tout ça, ça doit circuler comme l'énergie. Merci Romain. Merci à toi Lilou, et merci à vous. Gros bisous, bye bye, à bientôt.